Bonjour. Vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 15 janvier 2019 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences Espace et territoire au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast professeur Hassan Rachiq, anthropologue à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, qui présente une conférence intitulée Anthropologie, généralisation et identité culturelle. Le modérateur de cet événement est professeur Abdelkader Larja, sociologue à l'Université d'Oran 2. Alors, j'avoue que je suis très content de partager ce moment avec Hassan Rachiq. Pour moi, Hassan Rachiq, on va dire, les dernières réflexions qui nous intéressent énormément, je vais dire pourquoi, sont effectivement, on va dire, synthétisées dans cet ouvrage que je conseille très, très vivement. Alors, Hassan Rachiq, nous l'avons déjà reçu en 2010, c'était mars 2010, et effectivement, il nous avait déjà à l'époque, donc il y a 9 ans, alors il nous avait parlé des formes des identités collectives au Maghreb. Et c'était, je crois, dans cette même salle. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, ça va être anthropologie, généralisation et identité culturelle. Alors, Hassan Rachiq est professeur d'anthropologie à l'université de Casablanca Hassan II et, je rappelle, l'université Hassan II de Casablanca est la première au Maroc et en 2016, elle était déjà classée quelque chose comme 30e dans le monde arabe, si mes informations, même classement, on va dire, régional. Alors, ce que je pourrais ajouter, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est principalement la production scientifique, la bibliographie de Hassan Rachiq. Alors, on va dire que dans un premier temps, il s'était intéressé principalement à travers, on va dire, ses premières recherches de terrain, à l'interprétation des rituels et rituels sacrificiels. Et ça, donc ça a donné Sacré et sacrifice dans le Haut Atlas marocain en 1990 et en 1992, c'était le sultan des autres rituels et politiques dans le Haut Atlas, et toujours à Casablanca. Comme il s'est intéressé aussi aux changements sociaux, mais en milieu rural, et ça a donné comment rester nomade. Et c'était déjà en 2000. Alors, il s'est trouvé amené aussi à l'usage qui a été fait, qui est toujours fait des idéologies, et ça a donné symboliser la nation, et c'est sur l'usage des identités collectives au Maroc, et c'était en 2003. Aussi, en 2006, usage de l'identité amazigh au Maroc, et aussi, il s'est intéressé au processus d'idéologisation de la religion, et ça a donné l'islam au quotidien, et ça a été avec l'Ayyadi et Tozi, et c'était en 2007. Alors, on arrive au dernier, et ça a été, disons, l'intérêt porté par Hassan Rachiq à la sociologie de la connaissance anthropologique, et donc c'est ce qui a donné le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, et c'était déjà en 2012. Et donc pour terminer, je dirais que ce qui nous intéresse au premier plan, c'est principalement
la posture qu'adopte Hassan Rachid comme anthropologue marocain au Maroc. Parce qu'un des grands débats de l'heure, actuellement, du moins, Hassan, de mon point de vue, c'est effectivement ça, c'est comment être anthropologue chez soi. Et là, effectivement, c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, c'est un livre qui mérite d'être lu, c'est un livre qui mérite de circuler entre sociologues, anthropologues, parce que là, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est Hassan, dans ce que vous déclariez déjà je crois en 2011 avec Rahma Bourqiya, dans votre texte consacré à la sociologie, et c'était dans la revue Sociologie en ligne. Et donc, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est comment les deux chercheurs marocains, Hassan Rachid et Rahma Bourqiya, ils insistent sur le caractère flou des frontières entre la sociologie et les autres disciplines, notamment l'anthropologie. Et je crois, pour ceux qui s'intéressent chez nous à cette question, je crois que nous y sommes toujours. C'est ce flou entre la sociologie et l'anthropologie. Et je crois pouvoir aussi rappeler ce que disait Bourdieu, ou plutôt rappeler la position de Bourdieu. Pour Bourdieu, pratiquement, cette distinction ou cette frontière, pratiquement, Bourdieu disait, elle n'avait pas de sens, elle n'a pas de sens. Et donc, je crois que c'est important pour ce qui nous concerne en Algérie. Mais, j'ajoute tout de suite, est-ce qu'on peut parler de l'Algérie comme pays dans ses propres frontières, indépendamment des autres pays du Maghreb? Est-ce que ça a un sens? Et là, je crois, Hassan pourrait aussi nous en dire un peu plus. Alors, juste pour on va dire, faciliter, présenter un peu la chose, je le dis et je vais me répéter, c'est que dans ce livre, Hassan Rachid, dès le début, il se dit et il se présente comme anthropologue marocain au Maroc. Mais il ajoute plus loin que le plus important pour lui dans son statut, en déclarant bien sûr qu'il ne tient pas à être un anthropologue, indigène, ni produire de l'anthropologie indigène, et je crois que le second point le plus important, c'est comment il règle son problème de statut avec les anthropologues, on va dire avec les autres anthropologues. Alors, ce qu'il précise, ce qu'il dit, c'est que pour lui, le plus important concernant son statut ne dépend pas de ce que pensent les anthropologues occidentaux, mais ce que pensent ses interlocuteurs sur le terrain, c'est-à-dire ce que pensent les Marocains de cette production anthropologique. Et ça, je crois que c'est un point très important, et c'est pourquoi j'ai utilisé le mot posture, et qui mérite donc d'être creusé, d'être réfléchi, et bien sûr à partir des différences qu'il y a entre le rapport des intellectuels universitaires chercheurs marocains à l'héritage anthropologique colonial et toutes les différences qu'il y a avec les rapports des Algériens avec ce même héritage anthropologique en Algérie, colonial, anthropologique en Algérie. Alors, je m'excuse si j'ai abusé de mon statut de modérateur, donc, et avec votre permission, je cède la parole au professeur Hassan Rachid, qui, je rappelle, donc, va nous parler de l'anthropologie, de sa généralisation et de l'identité culturelle. C'est Hassan. Merci, c'est Abdelkader. Merci beaucoup. Non, c'est très intéressant. Je préfère ça aux présentations
des gens qui te disent Rani ou Ta'rif. Non, ce qui m'intéresse, c'est cette présentation que je ne peux pas faire moi-même. Parce que ça serait un peu. Il y a de la pudeur dans notre culture, non? Exactement. Et il faut s'y accrocher. Exactement. Il faut la garder. Merci Saad Al-Qadr, merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que il l'a rappelé, on s'est rencontrés en 2010. Merci au SEMA qui nous donne toujours l'occasion d'échanger avec vous, de vous rencontrer. C'est toujours un plaisir. Merci à Robert Park, merci à Karim Orras, les deux chevilles ouvrières de cet échange. Je les remercie beaucoup. Un grand merci à vous d'être venus ce matin de mardi. Ah oui, c'est pas évident. Mardi 15. C'est pas évident. Donc je vous remercie. J'espère que l'échange sera fructueux. Je n'en doute pas. Alors, maintenant, j'ai choisi, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont un peu soulevées dans ce livre. Donc, je vais pointer le processus de généralisation en anthropologie. Qu'est-ce que c'est que généraliser? J'y reviendrai après avoir un peu défriché cette question. Alors, première information, le livre vient d'être traduit il y a une année en arabe, Al-Qarib wal-Ba'id. Donc, ceux qui sont beaucoup plus à l'aise à l'arabe qu'au français, ça me dérange pas qu'on passe d'une langue à l'autre. Donc, ça a été traduit, une bonne traduction que j'ai suivie pendant 2 ans, que j'ai lu, relu et discuté avec le traducteur, Hassan Tal. Alors, la question c'est, que faire de cet héritage colonial? Les jeunes. Exactement. Que faire de cet héritage colonial? Aller de temps à autre pointer, Molière a dit, Bourdieu a dit, ou l'attaquer de façon frontale. C'est-à-dire essayer d'appliquer, comme je le fais, la sociologie de la connaissance et de la connaissance scientifique à une production anthropologique. Ça, c'est ma posture. Et quand il a dit la frontière est floue, c'est la sociologie de la connaissance en général et la sociologie de la connaissance scientifique qui m'a aidé énormément et essentiellement à produire ce livre. Donc là, on peut parler de la connaissance ordinaire. Les anthropologues travaillent sur les représentations, sur les croyances ordinaires. La sociologie de la connaissance est également importante dans ce sens. Mais la sociologie scientifique m'a permis de dépasser au moins un biais, un obstacle. Celle de donner à l'anthropologie coloniale un statut particulier. Je ne vois pas, je n'ai pas vu, au début même de livre, de consacrer une méthodologie, une approche particulière à la production coloniale. C'est-à-dire, la posture principale pour moi, il faudra appliquer la même approche aussi bien à l'anthropologie coloniale qu'à l'anthropologie dite nationale ou à l'anthropologie dite locale ou indigène, etc. Et donc, il n'y a pas la question de la décolonisation, je ne vais pas la développer ici, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc je ne vois pas en quoi la connaissance coloniale seulement serait décolonisable. Sinon, même la connaissance historique anthropologique au Maroc et au Maghreb en général, quelqu'un va parler de dénationalisation de l'histoire. Parce que la perspective nationaliste était présente dans les années 60. Et là aussi, moi, je ne suis pas pour ce type de posture. Donc c'est une posture de chercheur qui interroge des chercheurs. Je ne m'intéresse pas au type de texte des contrôleurs indigènes. Je ne m'intéresse pas à l'idéologie coloniale crue. Je m'intéresse à des auteurs qui voulaient être des chercheurs reconnus par le centre, Paris, ou par Londres, ou par les États-Unis, d'accord, par le centre, qui publient dans des revues académiques. Douté, Montane, qui ont fait des thèses, etc. Donc c'est des chercheurs qui se prennent comme étant chercheurs, qui mobilisent un arsenal de recherche, ou qui mobilisent ce qu'on appelle la science normale de l'époque. D'accord? Donc pour moi, Douté, Geertz, je leur applique, Gellner, je leur applique la même méthode. D'accord? Que je m'applique à moi-même.
Je n'aurai pas le temps de le faire, donc je viens de terminer un livre, il sera peut-être prêt dans une année. Il sera chez l'éditeur dans une quinzaine de jours, et le titre, c'est de devenir anthropologue chez soi. Exactement. Très bien. Où je parle un peu de mes pérégrinations. Ouais. Alors, retenez tout simplement qu'il n'y a aucune spécificité méthodologique lorsqu'il s'agit de l'anthropologie coloniale. Il n'y a pas une autre posture, autre que la posture du chercheur qui essaie de comprendre sociologiquement une connaissance. Alors, dans la sociologie de la connaissance, la grande question, c'est quelles sont les conditions de la production de la connaissance. En général, ça peut être religieux, ça peut être idéologique, mais scientifique en particulier. Et c'est une branche de la sociologie qui a été développée par Karl Mannheim au départ, mais par King Merton et d'autres. Donc, la sociologie de la connaissance veut dire tout simplement essayer de voir en quoi, par exemple, la position sociale du chercheur affecte sa production. Être homme, être femme, être universitaire autonome comme nous, être chercheur dans une banque ou dans une structure étatique, ces positions-là, comment elles affectent votre production, votre écriture, les résultats de votre recherche. Donc, quand on parle de sociologie de la connaissance, on oublie l'épistémologie. On oublie la véracité de ce qui va être écrit et les résultats. Tout ce qui nous intéresse, c'est quel est l'effet de votre position sociale sur votre production. Le postulat, c'est qu'un chercheur n'est pas désincarné. Un chercheur, il a une nationalité, il a une religion, il a un sexe, il a une idéologie, il a, etc. Et cela dépend de sa position sociale. Et des fois, on peut avoir deux positions différentes. Quand je suis consultant, j'ai une autre position. Et moi, Hassan Rachid, je me dis quelle est la différence entre lorsque tu es consultant, tu produis un rapport de consultation, lorsque tu écris Sacré et Sacrifice. C'est la même personne. Mais la position sociale diffère. Et tu es homme, tu travailles dans une société nomade, tu n'as vu aucune femme. Que veut dire ta posture d'homme dans une société comme la société nomade? Une femme peut se poser la même question, donc, parce qu'il a rencontré des femmes et pas beaucoup d'hommes, etc. Donc la position sociale est très importante. Le cadre, ce que j'appelle les dispositions théoriques, parce que quand on parle de cadre théorique, il est un peu figé, il faut être marxiste ou fonctionnaliste, etc. Je pense beaucoup plus aux dispositions théoriques. Ça, c'est le deuxième élément que j'ai essayé d'appliquer dans son livre. Par disposition théorique, je veux dire tout simplement que vous avez une position sociale, vous êtes chercheur universitaire, vous êtes directeur de l'enseignement en 1930 dans une administration coloniale, vous êtes Jacques Berck, contrôleur civil, vous êtes Robert Montagne, conseiller d'Oliauté, etc., tout ça. Mais vous avez des dispositions théoriques. C'est-à-dire, au moins, le minimum visible, c'est le lexique. Quels sont les mots utilisés? Morphologie sociale, structure sociale, évolutionnisme, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez un lexique, vous avez des traditions théoriques qui vous inspirent. D'accord? Et donc, ces dispositions théoriques, comme la position sociale, orientent l'observation des chercheurs. Et il fait que le chercheur va observer. Je donnerai des exemples, je ne vais pas rester abstrait maintenant, c'est tout simplement le décor et la charpente théorique. Donc, position sociale, très important. Disposition théorique et les dispositions culturelles, qui sont les dispositions qu'un anthropologue ou un chercheur en général acquiert du fait d'appartenir à une famille, à un quartier, à une université, à sa nation, à son pays, etc. Ça n'a rien à voir avec la recherche. Le chercheur, il est catholique, il est athée, il est agnostique, et ainsi de suite. Il est rationaliste, il est positiviste, il aime l'exotique. Donc, des dispositions culturelles que souvent, nous résumons par le mot ethnocentrisme. D'accord? Donc, l'ethnocentrisme, c'est tout simplement le chercheur qui essaie de voir
une autre culture à partir de ses valeurs à lui. D'accord? Donc voilà les trois grands morceaux, si vous voulez, ou trois grands aspects de ce que j'appelle la situation ethnographique du chercheur. C'est un concept central dans le livre, et c'est un concept central que je me suis appliqué. Quelle est la situation ethnographique? Je voudrais connaître Bourdieu, Pierre Bourdieu, quelle était sa situation ethnographique? Position sociale à l'époque, universitaire, pas universitaire, il enseignait, pas il enseignait, il était consulté, pas consultant. Ses dispositions théoriques, lorsqu'il avait écrit Sociologie de l'Algérie, ou le déracinement, travail et travailleur. Est-ce que le concept d'habitus était central à l'époque, pas central, et ainsi de suite, le concept de structure, de culture, etc. Et puis, ses dispositions culturelles. Il est français. Il n'est pas français de Paris, mais de la province. Ce qui est quand même... il a une culture paysanne, il a écrit sur Béarnais, c'est ça? Il a écrit sur le Béarnais, il a écrit sur Béarnais. Bon, c'est encore une autre manière d'être anthropologue. Exactement. Anthropologue chez soi. Donc voilà, situation ethnographique, c'est le concept central, c'est une sorte de parapluie, où il y a trois concepts, les dispositions théoriques, la position sociale et les dispositions culturelles. Mais comme l'anthropologie, c'est le terrain, il faudra confronter ça avec un autre concept que les anthropologues appellent la rencontre anthropologique. C'est-à-dire, ce n'est pas des anthropologues qui vont écrire ailleurs, dans leur bureau, etc. C'est des anthropologues qui vont prendre contact, entrer en contact avec une population. Et la rencontre ethnographique est très importante également, parce que c'est l'infrastructure de la production sociologique, où vous allez trouver tous ces éléments-là. Vous êtes sur le terrain avec un sac à dos où il y a vos dispositions théoriques. Vous êtes sur le terrain avec votre position sociale. Vous êtes sur le terrain avec vos dispositions culturelles, qui vous permettent de dire, oui, je vais prendre en considération le point de vue de l'acteur. Ce qu'ils disent, vrai ou pas, ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est le sens. C'est une disposition théorique qui oriente votre... L'entretien n'est pas quelque chose qui est né. Maintenant, tout le monde, les étudiants font des entretiens, mais pour qu'il y ait des entretiens en anthropologie, il fallait attendre que les gens respectent, enfin que les chercheurs respectent le point de vue des autres. Douter, il a circulé en Algérie, il a circulé au Maroc, ce que les gens disent, c'est de la foutaise. Ça n'intéresse pas. Un seul entretien contre une monnaie sonnante, un seul entretien dans la région de Marrakech, et ça lui a suffi. Donc, lorsque nous avons des dispositions théoriques de cette sorte, il engage notre rencontre ethnographique. D'accord? Vous avez la durée sur le terrain. Ben, je ne peux pas comparer Edmond Doutet qui a fait ses courses, il appelle ça des courses. Il est très honnête, des courses marocaines. Donc, en 6 jours, entre Casablanca et Marrakech, il a produit un livre, Marrakech. Je ne peux pas comparer sa production scientifique à celle de Jacques Berck, qui est resté 6 ans dans les Sexawa, qui est resté au Maroc 23 ans. Nous voilà une position sociale de chercheur résident. Ce n'est pas le chercheur universitaire qui va faire comme Geertz ou comme Gellner 3 mois ou 1 année, puis revenir aux États-Unis. Non, c'est des chercheurs résidents. Et s'il y a une position sociale qui fait que l'information vient chez vous, lorsque vous êtes directeur de l'enseignement, par exemple, comme Bruno, il était chef de service de l'enseignement, il y a les rapports sur les enfants qui sont fournis par les inspecteurs. Il n'est pas obligé d'aller faire des enquêtes. Jacques Berck le dit. L'information vient chez moi, il est contrôleur civil. Il observe tous les conflits, parce qu'il était obligé de les résoudre. Donc voilà une position sociale qui fait que la connaissance peut être plus fine, d'accord, et qui n'a rien à voir avec De Foucault, un voyageur qui est parti d'ici, d'Alger, mais également d'Oran, qui n'a rien à voir avec Molièras, qui était à Oran, mais qui a écrit 3-4 livres à distance sur le Maroc, à travers un Haddaoui, d'accord. Et donc, lorsqu'un étudiant dit, Molièras a dit, il faudra qu'il sache
Comment il l'a dit, comment il a écrit. On n'a pas le droit de mettre Molière à côté de Bergk et dire c'est l'anthropologie coloniale, c'est la sociologie coloniale. Donc cette entrée avec des dispositions théoriques, avec la position sociale, avec les dispositions culturelles, mais tout ça conjugué avec la rencontre ethnographique. La durée, c'est très important. Lorsque je veux apprécier la production d'un X ou d'un Y, l'une des informations que je dois avoir, et croyez-moi que c'était très dur d'avoir les informations parce que les coulisses, personne ne les connaît. Personne ne va vous dire j'ai passé ceci ou cela. Ben, c'est très rare que les anthropologues te disent voilà, j'ai commencé, etc. Très rare. Donc il fallait chercher cette information sur la durée, sur la maîtrise de la langue des observés. Est-ce que cette personne maîtrise cette langue? Darija, Tachelhit, Berbère, peu importe. Est-ce qu'il la maîtrise ou pas? Parce que le fait de maîtriser une langue, ou de ne pas la maîtriser, donne deux types de recherche sur la culture. Tout ça, vous le devinez, chaque question peut faire l'objet d'un séminaire sur la langue, etc., etc. Vous avez la portée du terrain. La portée du terrain, c'est un village. Est-ce toute l'Algérie? Est-ce la Kabylie? Est-ce la petite Kabylie? Est-ce la grande Kabylie? Et ça également, ça vous donne une information sur la finesse de la production anthropologique. Quelqu'un qui a travaillé sur Safran, une petite ville, n'a rien à voir avec Westermarck qui a travaillé sur 2 villes et une douzaine de tribus. C'est un autre type de terrain. Et donc voilà, la rencontre ethnographique est très importante avec ces dimensions. Il y a d'autres, mais ça suffit, je pense, pour dire que veut dire rencontre ethnographique. Durée, portée du terrain, maîtriser la langue, le rapport aux observés. Vous pouvez être accepté quand vous ne pouvez pas être accepté. Quand vous êtes accepté, il y a d'autres types, le respect du point de vue le respect du point de vue de l'acteur ou le non-respect du point de vue de l'acteur. Donc voilà un peu, si vous voulez, la charpente, le concept de situation ethnographique et ses implications. Et je le répète, je me suis appliqué la même charpente. Quelle est ta position sociale? Est-ce que tu maîtrises la langue berbère? Oui, tu la maîtrises, etc., etc. Donc je me suis appliqué la même. Et quelles sont mes dispositions théoriques qui ont changé? Il a parlé tout à l'heure de sacré et sacrifice. Le sultan des autres, c'est d'autres dispositions théoriques. Et donc il a fallu que je passe au divan entre guillemets. Alors maintenant, les exemples de certaines dispositions théoriques. Vous savez que la production anthropologique sur le Maroc, sur le Maghreb, encore sur l'Algérie, qui date depuis les années 30, est immense. Et prétendre étudier la production anthropologique serait un peu inapproprié. Donc je me suis intéressé uniquement aux anthropologues qui ont produit des textes sur ce que sont ou ce qu'étaient les Marocains, uniquement. C'est pourquoi je parle d'identité culturelle. Et donc, ceux qui ont parlé du caractère des Marocains, de l'esprit des Marocains, de l'âme marocaine, de l'esprit juridique marocain Bergk, ou du commerce marocain, ou de la culture politique marocaine Waterbury, etc. Donc, je me suis intéressé uniquement à cette production. Et ce qui est important, et j'aimerais bien, dans l'échange, que j'ai quelques éléments de réponse, bien sûr, je ne peux pas avoir tous les éléments de réponse, à quel moment les anthropologues ont commencé à parler des Marocains en tant que tels? Parce que moi, j'ai le date pour le Maroc, c'est les années 1920. Edmond Doutet, ce qui l'intéressait, ce n'est pas le Marocain, c'est le primitif, d'accord? L'homme primitif qui est derrière cette couche musulmane, cette couche arabe, etc., etc. Et ça, c'est les dispositions théoriques de l'époque. L'évolutionnisme, vous savez, il faudra que chaque chercheur, chaque étudiant le sache, nous sommes, entre guillemets, prisonniers de nos dispositions théoriques.
Si la question, à l'époque, pour Edmond Doutet, la question possible était quelle est l'origine de la religion au Maghreb? Quelle est l'origine de la magie au Maghreb? Le mot origine, moi, c'est une question qui ne m'intéresse pas. Mais à l'époque, l'évolutionnisme dominait. L'une des questions qu'il fallait se poser, qu'un anthropologue devait se poser, c'était quelle est l'origine de la morale, quelle est l'origine de la propriété, de l'État, de la propriété privée, de l'État, etc., de la famille, de la morale, et ainsi de suite. Et les livres, c'était toujours « the origin of » ou « l'origine de ». Souvent, le mot « origine » était là. Alors, vous avez le mot « origine ». Quelle est l'origine des rituels berbères? L'origine de la religion antique, et ainsi de suite. Et vous avez un autre concept qui va avec, c'est le concept de survivance. Donc, vous savez, à chaque fois, l'origine, très bien, c'est une origine antique. Ashura, par exemple, l'origine est antique. Mais il y a des survivances. Et donc, un chercheur devait identifier des survivances. Voilà une disposition théorique qui fait que les frontières entre les cultures ne devaient pas exister parce que l'anthropologue, au départ, cherchait la nature humaine, ce qui rapprochait le berbère du Haut-Atlas du paysan français. Et Doutet faisait ces comparaisons. Il faisait même la comparaison entre des rituels berbères et la messe chrétienne. Hein, comment on chasse, comment on conjure le mal. Donc, conjurer le mal chez les berbères du Haut-Atlas, chez les Kabyles, est semblable à la manière dont le chrétien, ou même le Messie, le Christ, conjurait le mal. Donc, nous sommes dans une disposition, d'un système de disposition théorique qui interdisait d'approcher les cultures en termes de frontières nationales. Et lorsqu'il le fait, et là on revient à la double casquette, lorsqu'il le fait, parce que comme Edmond Doutet, vous le savez, il a vécu à Alger, en Algérie, et donc il comparait de temps à autre l'Algérien au Marocain. Et donc, vous avez, et là, ce n'est pas l'évolutionnisme qui parle, parce que l'évolutionnisme ne s'intéresse pas aux différences entre Marocains et Algériens. C'est Doutet avec ses dispositions culturelles, avec je suis, voilà, un Français qui colonise l'Algérie, qui connaît un peu l'algérien, qui connaît l'arabe, qui maîtrise la langue arabe classique, Darija également, et donc il peut émettre, si vous voulez, des propositions de ce type. Bref, les dispositions de l'évolutionnisme, enfin les dispositions théoriques de l'évolutionnisme ne permettent pas d'approcher ce qu'est un Marocain ou ce qu'est un Algérien. D'accord ? Et c'est bien de dater, moi je l'ai daté pour le Maroc, bon, c'est toujours, s'il y a d'autres étudiants ou d'autres chercheurs, étudiants au sens anthropologique, au sens anglo-saxon, des étudiants, des chercheurs qui vont prouver que c'est plus ancien que ça, bon tant pis, il n'y a pas de problème. J'ai pris le risque de le dater les années 30, le premier article sur la mentalité des Marocains, c'est 1923. Mais bien sûr, je trouve des comptes rendus avec l'IOT, etc., où il était question il faudra observer les Marocains, il faudra observer les comportements marocains, il faudra observer la religion marocaine. Et ça a un rapport avec la colonisation. La période précoloniale, on peut être évolutionniste. Doutet peut être évolutionniste. Parce qu'il a écrit avant 1912, avant la colonisation du Maroc. 1904, 1902. Mais lorsque la colonisation s'installe, est-ce que l'évolutionnisme peut aider Bruno, Berck à connaître les Marocains? Les questions qui se posent, ce n'est plus qu'est-ce que c'est qu'un Marocain au sens de primitif, mais comment enseigner aux enfants marocains? Et donc, lorsque la colonisation s'installe, les questions qui se posent, l'agenda, si vous voulez, les questions qui se posent sont des questions beaucoup plus pratiques. Et puisqu'ils sont pratiques, donc il faudra des paradigmes qui posent des questions qui peuvent être résolues de façon pratique. L'IOT n'est pas intéressé par le caractère primitif des Marocains, la magie, la religion, etc. Il est intéressé par
comment fonctionne la tribu. Allez, Robert Montagne va faire une enquête. Voilà ce qui m'intéresse. Mais il n'a pas produit un rapport colonial, il a produit, les Berbères et le Marzen, une étude sérieuse, qui est bien commentée par Gellner plus tard, mais qui a été commentée par d'autres à l'époque. Donc, vous devinez maintenant que lorsqu'on parle de production coloniale comme ça, comme un sac noir, comme une boîte noire, lorsqu'on met tout dans le même sac, précolonial, les premières années, la moitié, les dernières années, la deuxième génération qui va venir, comme Jacques Berck, aurait d'autres questions à poser. Donc, le changement de paradigme, Bruno, qui parle de l'âme marocaine, mais également Georges Hardy, qui était son supérieur hiérarchique dans le ministère de l'enseignement de l'époque, critiquait de façon frontale James Fraser, qui était un évolutionniste, un anthropologue que vous connaissez certainement, mais un anthropologue de cabinet. Et donc, ils l'attaquaient frontalement, et ils ont changé de paradigme, de disposition. Ils se sont inspirés de la psychologie collective ou de la psychologie des peuples. Alors c'est la psychologie des peuples qui va leur donner un lexique. Mentalité, caractère, âme, esprit. Et des frontières, parce que déjà lorsqu'on parle de la psychologie des peuples, on ne parle plus de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme, la nature humaine, la nature de la religion. Et les questions qui vont se poser sont des questions très pratiques. Ils ont un livre magnifique, les deux, sur l'élève marocain, ou l'enfant marocain. Et pour eux, ce qui caractérisait l'âme marocaine ou la mentalité marocaine, c'est ce qu'ils appelaient la psychologie des contrastes. C'est-à-dire que le Marocain est extrêmement tout. Ça vous rappelle quelque chose? Il est extrêmement tout. Il peut être collectiviste à l'excès et individualiste à l'excès. Il peut être selon eux, donc il peut passer de l'ardeur à la lassitude. Mais il donne des exemples de l'enfant marocain qui, lorsqu'il vient à l'école, il trouve que les vacances sont très longues, que les programmes ne sont pas chargés, et au bout de 2 mois, il file. Bien, bon, je n'ai pas le temps de critiquer cette méthode illustrative qui passe partout. Tu peux décrire tous les peuples comme ça, donc, parce que dans tous les peuples, tu as cette... On passe de la panique au courage, ou du courage à la panique, etc., mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, ce n'est pas le contenu, c'est la possibilité de parler des Marocains. Quel est le paradigme qui a permis de parler des Marocains en tant que tels, et pas en tant que musulmans, pas en tant que autre chose, et le fait, la position sociale, le fait d'être chercheur résident pour parler de cela, le fait de ne pas être un voyageur, le fait de ne pas être uniquement quelqu'un comme Westermarck qui vient pendant, je ne sais pas, 7 années, mais sans être confronté à des questions pratiques. C'est un universitaire finnois, il enseigne à Londres. Ce qui l'intéresse, comme nous, c'est juste produire de la connaissance sur les Marocains. Donc voilà, si vous voulez, une petite illustration de comment position sociale et disposition théorique orientent pas uniquement la recherche, mais toute la problématique de la recherche. Deuxième exemple, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples parce qu'il y a une quinzaine d'auteurs qui sont étudiés ici. Le deuxième exemple, je saute, mais c'est un saut énorme, c'est 70 ans, 60 ans, Clifford Geertz et ses études sur le Maroc. Lui aussi parle de l'islam marocain, que je ne vais pas développer ici, qui est développé dans le livre, mais qui est développé dans des articles que vous pouvez trouver sur le web, sur le net. Parler de l'islam marocain. Moi, je vais prendre comme exemple uniquement son étude sur le bazar. Et sur comment, à partir du bazar, du souk, de Sofrou, il va décrire le commerce marocain. Et quelques caractères des Marocains.
c'est une ethnographie magnifique que je vous conseille pour tous ceux qui veulent faire l'ethnographie d'un hôpital, d'une institution, etc. Comment être dans une institution comme le SORC et faire l'ethnographie, enfin de l'ethnographie intensive de cette institution. La question principale pour Clifford Geertz, et ça également, j'ai choisi cet exemple parce que ça va vous parler. La question principale dans un souk, dans un bazar, c'est que l'information n'est pas crédible. Donc, le souk, c'est là où vous négociez, c'est là où vous marchandez, et c'est là où vous pouvez vous faire avoir à chaque coup, sur le poids, sur la qualité, sur le prix, etc. Et donc, l'une des caractéristiques structurelles d'un souk, c'est la méfiance. Haderask. Tu es là et puis tu te dis, va m'avoir. Je ne sais pas si vous dites ici, vous le dites. D'une autre façon, le même sens. Alors, l'ghfla, c'est très difficile à traduire, mais c'est pas grave. Il y a l'ignorance, mais il y a autre chose. La naïveté, l'ignorance. Et donc, voilà, il décrit cette caractéristique structurelle. Il se dit comment les Marocains de Safrou, les Safraoui, détournent cet état de fait. Alors, comme on fait tous, on s'appuie sur notre réseau social. Lorsque l'information n'est pas crédible, on cherche quelqu'un de la tribu, quelqu'un de la famille, quelqu'un du quartier, et ainsi de suite. Ce qu'il appelle la nisba. Donc, une situation où l'information n'est pas crédible, et le moyen, c'est la nisba. C'est recourir à être client de quelqu'un. Client du vendeur de tapis, client du boucher, client de ceci, etc. Et donc, être client de quelqu'un te permet d'éviter cette caractéristique du souk. Mais le charme, en anthropologie, sinon ça ne sert à rien. Clifford Geertz aurait été malheureux s'il n'a compris que le souk de Safrou. Et moi, je le dis à mes étudiants, j'aurais été malheureux si mes livres sur 3 villages seraient uniquement des livres sur les 3 villages. Je serais très malheureux, je me suiciderais. Le charme de la théorie anthropologique, c'est ce saut à partir d'une ethnographie intensive, un saut théorique qui peut s'appliquer à d'autres situations, qui ne sont pas qui ne ressemblent pas forcément à la situation décrite. Ce que on dit, il faudrait que l'empirie soit relativement convaincante pour le lecteur, pour le chercheur lui-même, mais il faudra également que l'interprétation soit relativement abstraite pour qu'elle permette la comparaison avec d'autres études, avec d'autres aires culturelles. Sinon, ça ne sert à rien de faire de l'anthropologie. Si vous faites une petite monographie à Gherdaya qui ne concerne que Gherdaya pour vous pouvez le garder, ça ne sert à rien. Mais si vous dites, moi je travaille sur le leadership à Gherdaya, et je peux le comparer avec le leadership, je ne sais pas, dans un village X ou un village Y, soit en Algérie, soit au Maroc, soit ailleurs, ça c'est magnifique. Vous dites, voilà, je suis proche d'un type de leadership. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce que Clifford Geertz fait. Lorsqu'il parle de clientélisme, il vous dit, dans un système politique où l'information n'est pas crédible, les gens vont s'appuyer sur leurs réseaux sociaux. Lorsque je n'ai pas confiance dans l'administration, lorsque je n'ai pas confiance dans la commune, lorsque je n'ai pas confiance dans l'État, qu'est-ce que je fais? Soit la mafia, soit quelque chose entre la mafia et... Et donc, ça t'ouvre. Tu te dis, lorsque la structure d'un souk devient, entre guillemets, crédible, c'est les supermarchés, c'est les hypermarchés, tu marchandes rien. La qualité, si la qualité n'est pas là, tu peux recourir aux justice. Il y a le brand qui te permet, voilà, ça c'est son lit, ça c'est ceci, etc., qui te permet d'être sûr de la marchandise, etc. Et là, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur un réseau social. Tu y vas directement.
Tu prends le téléviseur, tu prends ce que tu veux. Bon, maintenant, c'est pour baisser le prix, tu peux toujours voir s'il y a un cousin qui connaît le cousin du cousin, etc., pour baisser le prix, etc. Un petit pourcentage, mais bon, mais ça, c'est rien. Donc, lorsque vous êtes dans un contexte institutionnalisé, le clientélisme baisse. Lorsque vous êtes dans un contexte qui n'est pas institutionnalisé, où tout n'est pas crédible, pour avoir un passeport, vous savez même pas, je parle du Maroc des années 70-80, vous savez même pas quels sont les documents qu'il faudra produire. On te dit 6, mais bon, selon la tête des clients, il peut te dire, bon, tel autre, voilà. Tel autre document. Pour toi, tel autre document. 3 documents, 4, 5, etc. Maintenant, voilà, il y a l'Internet, tu suis ton passeport, il est là. Donc, tu n'as pas besoin de voir telle autorité pour lui donner, etc. Sauf pour les cas très exceptionnels. Donc, voilà un peu, pour moi, la généralisation, pour revenir au titre, voilà un type de généralisation que je conteste. D'accord ? Je le conteste théoriquement, bien sûr. C'est-à-dire, toute l'ethnographie très intéressante, impeccable de Clifford Geertz, et puis l'interprétation, il limite ça aux Marocains. Alors que pour moi, généraliser, ce n'est pas généraliser au niveau des Marocains, parce que Clifford Geertz parle de souk al-batrina, le souk de la vitrine, il ne dit pas un mot sur comment les gens se comportent dans le souk de la vitrine, où les prix sont affichés, sont fixes. Donc pourquoi ne pas utiliser les deux ? Il y a des Marocains dans le souk, il y a des Marocains dans le souk de vétérinaire, et comment ils se comportent. Il ne l'a pas fait. Ça, je suis pas en train de le juger. Il est honnête de dire il y a souk al-batrina, donc c'est déjà pas mal. Donc la généralisation pour moi, ce n'est pas de généraliser au niveau des Algériens ou des Marocains. Ça m'intéresse pas sincèrement. C'est de dire dans un contexte X, avec les conditions qu'il a décrites. Là où l'information n'est pas crédible, que vous soyez algérien, que vous soyez français, américain ou britannique, vous allez agir de la même façon. Je voyage assez, et chaque fois que je voyage, l'une des choses que je note, c'est marché de puces. Que ce soit à Londres, à Paris ou à New York, etc. Marché de puces, c'est des Marocains qui marchandent. C'est des Américains qui marchandent. Et ils marchandent parce que là également, c'est la même. L'information n'est pas crédible. Oui, c'est un Louis XIV. Va voir si c'est un Louis XIV ou pas. C'est une montre ancienne du 19e. Va voir si c'est une montre. Bon, il y a toujours un expert qui va venir, il va t'écrire, voilà, etc. Il te le dit. Mais c'est une situation où on peut marchander. Et des fois, tu marchandes, ça dépend. Donc, tu demandes à vos amis, je marchande au quart, à moitié. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend des pays. Des fois, c'est de 1 à 10. Des fois, c'est juste, il va être frustré si tu... Pas frustré, mais vexé si tu... Et donc, là où l'information n'est pas crédible, qu'on soit algérien ou marocain, c'est ça la généralisation. C'est de dire quelles sont les conditions sociales, culturelles, qui font que les gens optent pour un comportement. Et je ne crois pas à la marocanité des Marocains ni à l'algérianité des Algériens qui fait que, on appelle ça essentialisme, on peut appeler ça comme on veut. Donc, ce qu'il faudrait, la chose sur laquelle il faudrait insister, ce sont les conditions qui font que des acteurs, quelle que soit leur nationalité, vont se comporter d'une façon et pas d'une autre. Donc là où il y a de l'incertitude, marcher aux puces, voilà, donc vous êtes obligé soit de marchander, soit de vous appuyer sur votre réseau social. Alors, donc, pour la généralisation, j'ai parlé tout à l'heure de Bruno, pour retourner à Bruno, j'ai parlé de la méthode illustrative. C'est-à-dire que vous avez une proposition, les Marocains sont vaniteux, sont susceptibles, et puis au lieu de faire comme le culturalisme, des fois on dit c'est culturalisme, mais dans le culturalisme il y a à manger et à boire.
je ne sais pas si, certainement vous connaissez le livre de Rat Benedict, Patterns of Culture, très mal traduit, échantillon de civilisation. Alors dans Patterns of Culture, Rat Benedict, il est culturaliste, il défend, parce que c'était pas péjoratif à l'époque, voilà, maintenant c'est devenu péjoratif, oh, il est culturaliste. Non, mais le culturalisme, c'était une belle histoire aussi. Alors, bien sûr, je ne suis pas culturaliste, mais le fait d'avoir une ethnographie, essayez de relire, hein, parce que maintenant c'est sur le web, de relire Patterns of Culture, pour dire que telle tribu est modérée, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un trait psychologique. Les Algériens sont, les Marocains sont fanatiques, modérés, et ainsi de suite. Dionysiaque, apollinien, et ainsi de suite. Excessif. Mais il observe pas seulement un secteur de la vie. Il a observé, pour dire modéré, il a observé la religiosité de cette tribu. Et il a trouvé qu'il y a plus de prêtres que de sorciers, que de magiciens. Il n'y a pratiquement pas de transe. Alors que leurs voisins, qui étaient un peu excessifs, d'accord, avaient très peu de prières, mais beaucoup plus de transe et beaucoup plus de... Les rituels de passage sont moins violents pour les garçons et pour les filles. Alors que pour la tribu voisine, les rituels de passage, hein, c'est quelque chose qui ressemble à l'excision, des choses comme ça, d'accord, sont violents. Il décrit quelque chose qu'il a observé, et c'était un dialogue entre un homme et son épouse, ou une femme et son époux. On va lui expliquer par la suite qu'ils étaient en train de discuter du divorce. Mais de façon très cool, très calme. La danse également, il a observé la danse. La danse, c'est des gestes qui ne sont pas saccadés. C'est des gestes également cool, et ainsi de suite. Donc, toute une culture. Il observe toute une culture. On l'a critiqué, bien sûr. C'est une observation partielle. Il a observé uniquement les aristocrates pour certains, etc. Il n'a pas observé le peuple. Bon, peu importe. Mais la démarche, c'est de dire, pour dire que telle culture, selon le culturalisme, que telle culture est, il ne faudra pas observer uniquement la religion, ou la politique, ou la magie, ou la sorcellerie, ou la danse, ou le divorce, ou le mariage, etc. Il faudra observer ces différents secteurs pour dire quel est l'élément transversal. La Zasfet parle de la formule mère. Lorsqu'on dit les Espagnols sont fanatiques. D'ailleurs, je commence par ça. Hein. Je commence par ça. La caractérisation des peuples est très ancienne. Chaque peuple est supposé avoir un caractère dominant. Le crétois est menteur, le hollandais industrieux, l'anglais pragmatique, le français méthodique, l'allemand laborieux, l'espagnol fanatique, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des formules mères. Mais la formule mère pour arriver à dire, par exemple, chez Berck, et ça, il le dit pour le Maghreb, hein, il ne le dit pas uniquement pour le Marocain, même s'il a beaucoup plus travaillé sur le Maroc. Ces extrapolations qui sont très peu justifiées, parce que c'est le malékisme et les pragmatiques, etc., etc. Donc on retrouve ça. Bref, la méthode peut être une méthode uniquement illustrative, alors que pour le culturalisme, la méthode n'est pas illustrative, elle est inductive. Il faudra inductive, c'est-à-dire je vais observer plusieurs secteurs de la vie de ce peuple pour dire, voilà, si je veux dire quelque chose d'après les culturalistes sur la culture politique marocaine ou la culture politique algérienne, il faudra observer plusieurs secteurs de la vie politique avant de se prononcer. Mais la généralisation de Bruno est une généralisation illustrative. Et c'est la plus simple des généralisations. Alors que la généralisation de Geertz, elle est beaucoup plus intéressante, mais en termes de modèle, c'est-à-dire le même modèle, je vais l'appliquer, pas uniquement aux Marocains, mais l'appliquer à des situations. Donc voilà, s'il y a une conclusion ou des conclusions à tirer de cette étude, je le rappelle, il n'y a aucune raison pour appliquer une posture théorique quelconque à une production quelconque. Donc,
la pertinence de nos approches devrait un peu être appréciée à partir de la généralisation de ces méthodes. Dire qu'il faudra décoloniser les sciences sociales, je ne dis pas que dans les dispositions culturelles, il y a les dispositions idéologiques au sens étroit du terme. Vous le savez, l'idéologie, c'est la partie activée de la culture, la partie explicitée de la culture. L'idéologie est un système culturel. Mais là où la culture ordinaire est implicite, elle est floue, elle est vague, l'idéologue active. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie, non, et je le montre. Mais je montre également que pour les chercheurs universitaires comme nous, comme Paul Geertz, Paul Gellner, etc., la dimension idéologique est très faible par rapport à la disposition théorique. Elle est beaucoup plus faible. On peut toujours la dénicher. Et donc, la situation ethnographique, le concept de situation ethnographique, la sociologie de la connaissance doit s'appliquer aux chercheurs, quelle que soit la nationalité de ces chercheurs. Et je vous conseille de lire Robert King Merton, sur la sociologie de la connaissance scientifique. C'est l'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'un qui a beaucoup travaillé sur la question. King Merton, c'est un sociologue américain qui a écrit dans les années 40, 50 aux États-Unis. Robert King Merton. Il a un petit livre, Éléments de théorie sociologique. Je le conseille pour les étudiants au master. Alors, il parle de deux situations. Un chercheur universitaire autonome. Les chercheurs universitaires, souvent, ils cherchent l'université pour garder cette autonomie. Et les chercheurs qui sont intégrés dans des structures de recherche, dans des structures économiques. Et l'un des effets, qui est magnifique, l'un des effets, c'est que lorsque vous êtes intégré dans une structure économique ou politique ou administrative, vous êtes obligé, vous chercheurs qui êtes intégrés, d'harmoniser, d'uniformiser vos concepts et vos approches. Chose que les chercheurs universitaires autonomes ne font pas, ne sont pas obligés de faire. Donc vous êtes dans la Banque mondiale, si vous dites transparence, transparence, ça va être la même chose pour tout le monde. Si vous dites approche participative, ça va être pour tout le monde. Et donc ça, c'est un effet de la structure et un effet de la position sociale. Retenez que la connaissance ne sort pas directement d'un cerveau, qu'elle est médiatisée par le chercheur lui-même, qu'elle est médiatisée par ses dispositions théoriques, qu'elle est médiatisée par ses dispositions culturelles ou idéologiques. Et donc, pour comprendre, parce que j'ai essayé de comprendre ces auteurs, de les comprendre comme j'ai compris le paysan, comme j'ai compris les nomades. Donc, c'est une approche compréhensible. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, si j'étais, à la fin, quand on a toutes les informations sur Doutet, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Il n'est ni plus bête que moi, je ne suis ni plus intelligent comme lui. Si je me suis trouvé avec l'évolutionnisme, on te dit de poser ces questions, j'aurais posé cette question. J'aurais été même moins intelligent que Doutet. Hein. Donc voilà un peu les médiatisations qu'il faudrait avoir à l'esprit, que je propose, hein, je n'impose rien. Ces trois-là, la position sociale, c'est très important. Très important d'avoir le maximum d'informations. Je ne dis pas qu'il faille le faire pour tous les auteurs, mais vous avez 3 auteurs, 4 auteurs de votre thèse dans votre livre qui sont très importants, que vous allez citer, qui vous inspirent. Je ne vous dis pas si vous citez X ou Y, vous allez faire toute une recherche sur lui, mais au moins pour les auteurs et les chercheurs qui vous inspirent, il faudra un peu pousser le bouchon plus loin. Au lieu de dire Pierre Bourdieu, il faudra connaître un minimum sur sa position sociale, sur est-ce qu'il est engagé, pas engagé, lorsqu'on est engagé, quel est l'effet de l'engagement sur notre production. Ça fait partie de la position sociale. Neutralité, engagement, j'en ai pas parlé, mais bon, j'en parle ici, etc. Donc tout ça, c'est important pour dire, bon, moi j'ai une position sociale qui est différente de Pierre Bourdieu, je ne suis pas obligé de le suivre à la lettre. Lui, il a écrit dans les années 60, moi j'écris dans les années 2010 ou 2020 ou 2000, etc. Et donc, il faudra prendre ça en considération. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Un grand merci à... Merci.
Donc, en votre nom et au nom du SEMA, je remercie le professeur Hassan Rachid pour cette, on va dire, tu m'excuses le mot Hassan, pour ces pérégrinations Oui, c'est bien. dans la recherche anthropologique, principalement au Maroc. Moi, j'insiste sur une information, je la rappelle. Donc, en principe, en 2019, nous aurons un livre de Hassan Rachid intitulé « Devenir anthropologue chez soi ». Et donc, je crois que nous devrons l'attendre parce que effectivement, ça nous permettra d'approfondir un peu nos débats actuels. Voilà. Sinon, l'autre point, comme Hassan Rachid l'a développé, c'est cette idée de rencontre ethnographique, de situation ethnographique. C'est-à-dire comment savoir situer le cadre à partir duquel et dans lequel on se positionne pour parler, pour écrire. Voilà. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themaghribpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.